Je m'appelle Isabelle. Et cette nuit-là, les gens que j'avais autrefois appelés famille me désignaient du doigt comme si j'étais la catastrophe qu'ils avaient dû endurer toute leur vie. Le salon baignait dans une lumière jaune douce, émise par un vieil éclairage au plafond, mais elle n'était pas assez chaude pour dissiper le froid dans la voix d'Avril. Ma petite sœur. Elle était assise en tailleur sur le tapis, serrant son MacBook, venant tout juste de terminer un live pour célébrer ses 100 000 abonnés. Son visage se tordait alors que l'écran commençait à laguer. La lampe annulaire clignotait. Puis elle a agi comme si c'était d'une certaine manière de ma faute simplement d'avoir respiré. Pourquoi tu débarques toujours au moment où quelque chose de bien arrive? A craché Avril, tournant la tête vers moi comme si elle avait vu un fantôme. Tu pompes toute l'énergie de cette maison. Toujours. Je me tenais dans le passage entre la cuisine et le salon, tenant une tasse de thé froid. Je n'ai pas répondu. Je n'avais même pas prononcé un mot quand ma mère s'est levée du canapé, époussetant son pantalon comme si elle chassait de la saleté. C'est juste, a-t-elle dit, les yeux fixes et sans trembler. À chaque fois que ta sœur touche à quelque chose de grand, tu gâches tout. Tu as vidé cette famille. Mon père, Raymond, s'est contenté de se pincer l'arête du nez, sans rien dire. Comme si tout cela n'était qu'une scène dans une pièce qu'il avait déjà vue trop de fois. Personne n'a demandé pourquoi Avril me rendait responsable d'un problème technique. Personne n'a remis en question cette logique absurde. Personne n'a dit, Isabelle, ta sœur est allée trop loin. Je n'étais pas nommée. Ni ma fille, ni la sœur d'Avril, juste une ombre sur leur passage, quelque chose d'expandable. Je me suis retournée et je me suis réfugiée dans la chambre d'appoint près du garage. L'endroit où il m'avait laissé dormir après que j'ai perdu mon travail et quitté New York. Et la moquette sentait le renfermer. La porte grinçait à chaque fermeture. Je me suis assise sur le lit, écoutant la musique qui jouait encore depuis le salon, comme si je n'existais pas dans cette maison. J'ai ouvert un tiroir, sorti mon vieux sac à dos usé, celui que j'avais utilisé pendant toute ma fac. J'y ai fourré quelques vêtements, mes médicaments personnels, mon chargeur de téléphone, mon portefeuille et un carnet. Pas de photos, pas de lettres, rien qui pourrait me rappeler que j'avais cru un jour qu'il m'aimait. 18 minutes plus tard, je suis sortie par la porte arrière sans un bruit, comme si je fuyais ma propre famille. Personne ne m'a appelé. Personne n'a demandé, où vas-tu? Aucune voix ne s'est portée vers moi. J'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'à la station-service au bout de la rue, où les lumières fluorescentes vacillantes jetaient des ombres sur le béton fissuré comme la dernière lueur d'un monde qui se ferme. J'ai acheté une barre de céréales et une bouteille d'eau, non par faim ni soif, mais juste pour empêcher mes mains de trembler. Le dernier bus est-il encore en service? Ai-je demandé au caissier. Si le chauffeur n'est pas coincé dans les embouteillages, peut-être dans 5 minutes, a-t-il répondu, à peine en me regardant. Je me suis assise sur le banc métallique froid dehors, le dos contre une publicité. Délavé, les yeux fixés sur la route sombre devant moi. Mon sac à dos reposait entre mes pieds comme le dernier radeau de survie qu'il me restait. Quand le bus est enfin arrivé, je suis montée sans me retourner. Je n'ai pas jeté un regard vers la maison. Je n'ai pas espéré que quelqu'un me suive. Je n'avais plus de place pour l'espoir, seulement de l'espace et un silence qui me pressait la poitrine. Dans le bus, les réverbères glissaient sur la vitre comme des traits de peinture floue. J'ai posé la tête contre le siège, forçant mes yeux à rester ouverts, essayant de ne pas rejouer ce qui venait d'être dit. Mais les mots résonnaient quand même. Tu gâches tout. Nous sommes épuisés à cause de toi. Tu es un fardeau. Personne ne m'a giflé. Mais chaque mot faisait plus mal qu'une gifle ne pourrait jamais faire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pensé qu'à une seule chose. J'avais été effacé de ma propre vie. Et il n'avait plus besoin de moi que parce qu'il n'y avait plus personne d'autre à blâmer. Je suis arrivé à Chicago juste avant minuit. Le vent précoce du printemps piquait mon visage. Mais il était quand même plus doux que l'air que je laissais derrière moi. Balayant mon sac à dos sur mon épaule, je suis descendu du bus et me suis fondu silencieusement dans la foule pressée de la gare Union. Personne ne m'a remarqué. Et c'était un réconfort. À ce stade, l'invisibilité était la seule forme de protection qui me restait. Je me suis engagé dans la 14e rue, où une enseigne vacillante pendait de travers au-dessus d'une porte vitrée poussiéreuse. Budget Lincoln disponible à la semaine. Le gérant, un homme à la peau foncée, chauve sur le dessus, la cinquantaine, m'a regardé de la tête aux pieds avant de demander d'une voix plate, espèce ou carte? J'ai 230 $, ai-je répondu, sans rien embellir. Il a hoché la tête, m'a tendu une clé avec un numéro de chambre écrit à l'encre qui s'effaçait. P203. 3 nuits, serviettes propres incluses, pas de remboursement. La chambre sentait la moisissure mêlée à un désinfectant trop utilisé. Le papier peint se décollait des murs, faisant semblant d'être du lambris en bois. Un ventilateur au plafond grinçait en rythme, comme pour me rappeler que je respirais encore. J'ai enlevé mes chaussures et me suis effondré sur le lit dur comme de la pierre. Il était presque 2 heures du matin. Je fixais le plafond, essayant
De ne pas penser à l'endroit où je me trouvais ni à la raison pour laquelle j'y étais. Le lendemain matin, je me suis lavé le visage à l'eau froide. Le chauffe-eau était en panne. J'ai tiré une chaise en bois près de la seule prise électrique près de la fenêtre. J'ai allumé mon téléphone, connecté au Wi-Fi instable du motel, et me suis connecté à une vieille plateforme de tutorat que j'utilisais à la fac, LearnTrack. Mon profil était toujours là. Photo floue, biographie dépassée. Isabelle W., étudiante en éducation à l'Université de l'Illinois, préparation SAT/BAC pour la rédaction et la compréhension. J'ai tout mis à jour. Nouvelle photo, description fraîche, et une courte introduction honnête. JNE. Peut pas promettre que votre score changera du jour au lendemain, mais je vous aiderai à comprendre, je resterai avec vous, et je veillerai à ce que vous ne vous sentiez jamais seul face à l'apprentissage. J'ai appuyé sur Envoyer. Puis attendu. L'après-midi, un message est apparu d'un utilisateur nommé Madame Carter, la mère de Dylan. Mon fils passe le SAT le mois prochain. Il a besoin d'aide en compréhension de lecture. Pouvez-vous commencer demain? J'ai accepté comme si c'était une bouée de sauvetage. La première séance a eu lieu à la bibliothèque communautaire. À 4 pâtés de maison du motel. J'ai emprunté un Chromebook pour 2 heures. Dylan, un garçon de 16 ans aux cheveux blonds sable et à la voix douce, était timide au début, mais quand j'ai expliqué le passage en utilisant une scène de Stranger Things, il a ri. Pour la première fois depuis mon départ de chez moi, j'ai senti que quelqu'un m'écoutait vraiment. Tu as fait que cette partie de Shakespeare ait du sens, a dit Dylan, les yeux grands ouverts. Théo devrait l'enseigner dans mon école. J'ai ri. J'avais cru que je le ferais, mais la vie en avait décidé autrement. Après la séance, sa mère a envoyé $35 via PayPal pour les 90 minutes de cours. J'ai presque eu peur de regarder la notification de paiement, non pas parce que c'était une grosse somme, mais parce que c'était le premier argent que je gagnais avec mes compétences depuis des mois à me sentir écrasé. Cette nuit-là, de retour au motel, j'ai saisi un stylo et griffonné au dos de mon reçu de Chamber, +35. Tutorat SAT Dylan mercredi confirmé. J'ai plié le papier en deux, les glissé dans la poche de mon manteau comme un enfant qui cache un billet d'anniversaire. Pas pour sa valeur, mais pour ce qu'il représentait, l'espoir. 3 jours plus tard, j'ai pris 2 autres élèves. Une fille en première qui préparait l'ACT et un homme de 32 ans nommé Marcus, qui préparait le GED. Et elle avait quitté l'école pour s'occuper de sa mère malade. Maintenant, il voulait une seconde chance. Je ne me souviens même plus. Comment fonctionnent les racines carrées, a-t-il dit avec un sourire gêné. J'ai pointé le tableau blanc. Ce n'est pas grave. D'ici demain, on va faire en sorte que ce soit aussi simple qu'un cookie. Il a ri aux éclats. Moi aussi. Le week-end, j'étais emmitouflé dans une couverture dans ma chambre de motel, regardant par la fenêtre les premiers flocons de neige de la saison danser dans le vent. Pour la première fois depuis des années, je me sentais utile. Pas parce que je faisais quelque chose de grandiose, mais parce que quelqu'un avait vraiment besoin de moi. Pas pour protéger une image de famille, ni servir de décor à quelqu'un d'autre, mais parce que j'aidais vraiment. J'ai ouvert mon téléphone et parcouru mes nouveaux messages. 1 a retenu mon attention. Dylan avait envoyé un texto. J'ai eu cette bonne réponse sur 10 à la partie lecture. C'est mon meilleur score jusqu'à présent. J'ai souri. Personne dans ma famille ne savait où j'étais. Personne n'avait demandé. Mais cette nuit-là, dans cette chambre miteuse remplie de l'odeur des serviettes humides et du souffle d'un vieux ventilateur, je me sentais plus en sécurité que jamais dans cette maison aux portes qui se fermaient toujours quand j'avais besoin qu'elles restent ouvertes. Le vendredi soir, après ma dernière séance de tutorat en ligne de la journée, j'étais seule dans un coin de ma chambre, tenant une tasse de chocolat chaud, le dos appuyé contre le mur, l'ordinateur portable sur les genoux. Une légère brise s'est faufilée à travers le rideau déchiré, apportant un froid à peine perceptible. J'ai pris mon téléphone comme toujours avant de me coucher, juste pour faire défiler quelques actualités. Puis une notification Facebook a surgi sur mon écran. Avery Thompson avait changé sa photo de couverture. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais encore sur sa liste d'amis. Peut-être qu'une petite part de moi espérait encore qu'elle changerait. Ou peut-être que j'avais juste oublié de la retirer. J'ai ouvert la publication. La nouvelle photo de couverture était un portrait de famille en style vacances, lumineux, soigné, parfait comme une image tirée d'un magazine saisonnier. Ma mère portait un pull bordeaux profond. Mon père avait l'air impeccable dans sa chemise à carreaux boutonnés. Avery était assise entre eux, souriante, les bras autour de leurs épaules. Même le petit chien de la famille, Pépère, était blotti parfaitement sur ses genoux. J'ai fixé la photo pendant presque une minute entière avant de réaliser. Je n'y étais pas simplement absente. Et la vieille photo de Noël de l'année dernière où j'étais assise au bout, tenant une assiette de biscuits, forçant un sourire, avait été remplacée. J'ai fait défiler ces publications plus anciennes, au-delà des albums dont je me souvenais. Certaines photos dont je gardais un souvenir clair avaient disparu. Les posts qui mentionnaient auparavant mes 2 filles ne disaient plus que
Avery et Pépère sont les plus beaux cadeaux de ma vie. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai tapé mon nom dans la barre de recherche sur la page de ma mère. Rien. Aucun post, aucune photo, même pas le message d'anniversaire de l'année dernière. Toute trace de moi avait été effacée, silencieusement, proprement, comme si je n'avais jamais existé. J'ai ri, un rire sec et creux, du genre qui ne contient aucune joie. Le lendemain matin, je suis allée à la bibliothèque, comme d'habitude pour faire du tutorat en ligne avec Marcus. Mais après la séance, au lieu de retourner au motel, je suis entrée dans une imprimerie proche. J'ai imprimé la photo de couverture d'Avery, celle qui m'avait empêché de dormir toute la nuit, puis je l'ai pliée soigneusement et glissée dans mon carnet, non pas pour garder un souvenir, mais pour ne jamais oublier la vérité. De retour dans la chambre, j'ai sorti une vieille boîte d'expédition que j'avais utilisée pour envoyer le cadeau d'anniversaire de ma mère l'année précédente. Je m'en souvenais parfaitement. Une boîte de thé Earl Grey Premium, accompagnée de mouchoirs en soie que j'avais brodés à la main avec le nom Judith en fil d'or. J'avais économisé près de 2 semaines pour me le permettre. À l'intérieur, une carte écrite à la main. S'il reste une place pour moi dans ton cœur, j'aimerais revenir. Il suffirait d'un appel, d'un câlin. Tu me manques. Je l'avais envoyé le 3 avril. Son anniversaire était le 7 avril. Je n'ai jamais eu de réponse. Je pensais peut-être qu'elle était occupée ou qu'elle ne l'avait jamais reçue. Maintenant, je savais qu'elle ne l'avait jamais ouverte ou pire, qu'elle l'avait ouverte, l'avait lue, puis jetée. Cette nuit-là, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas donné de cours, je n'ai répondu à aucun message. Je suis juste restée assise dans cette chambre humide, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait défiler le compte Instagram d'Avery, la plateforme que j'avais évitée comme une maladie. Chaque publication me donnait l'impression d'une blessure. La famille est là où se trouve la paix. Reconnaissante d'avoir toujours mes parents à mes côtés. Aujourd'hui pour la meilleure femme du monde, ma mère. Aucune mention de moi, aucune photo, aucune indication que j'avais jamais été la fille de Judith et Raymond. Dans une story, j'ai vu une photo du mur du couloir à la maison, celui qui exposait autrefois ma photo de remise de diplôme universitaire, maintenant remplacé. Avery y posait, vêtu d'une robe d'honneur, entre nos parents, tenant son diplôme de master. Personne ne se souvenait que j'avais aussi tenu ce même rôle, à ce même endroit, avec un sourire tout aussi éclatant. Je suis restée figée. Je n'avais pas été oubliée. J'avais été effacée délibérément. J'ai fermé l'ordinateur mais je n'arrivais pas à dormir. Dans ma tête, la voix d'Avery d'il y a des années résonnait encore. Quand j'avais 13 ans et que je n'étais pas invitée au pique-nique familial, elle disait « Elle met les gens mal à l'aise. Ne la laisse pas venir. » À l'époque, ma mère m'avait juste tapoté l'épaule et murmuré « Ta sœur est juste sensible. » Il s'est avéré que je n'étais pas trop sensible. Ils avaient juste l'habitude de retirer tout ce qui ne rentrait pas dans leur cadre, même si c'était leur propre fille. Je me suis levée, j'ai fouillé dans la boîte d'expédition et j'ai sorti la carte d'anniversaire que j'avais écrite. Il restait encore un brouillon. J'ai relu chaque ligne et pour la première fois, j'ai trouvé ça presque drôle. Drôle de penser que j'avais cru qu'un câlin suffirait. Cette fois, je n'ai pas écrit de message. J'ai déchiré un petit bout de papier et écrit 3 mots simples. Je suis toujours à la. Je l'ai collé sur le miroir de la salle de bain, juste là où je pouvais le voir chaque matin, en regardant mes propres yeux pour ne jamais l'oublier à nouveau. Une semaine après avoir réalisé que j'avais été effacée de ma famille, j'ai reçu un message étrange sur Facebook d'un nom familier, Méline Pierce, ma meilleure amie de fac, celle qui avait veillé avec moi toute la nuit pour construire notre premier plan de cours. Après la remise des diplômes, elle était devenue chef de projet dans une entreprise d'EdTech à Denver. Moi, de mon côté, j'avais dérivé pendant des années d'incertitude après quelques échecs professionnels. Isabelle, je suis tombée sur quelque chose et je pense que tu dois voir ça. On peut parler ? Je lui ai envoyé mon numéro. Moins d'1 minute plus tard, mon téléphone a sonné. Sa voix était toujours aussi vive et tranchante que dans mes souvenirs. Tu te souviens des supports SAT sur lesquels on avait travaillé ? En Terminal A ? Ce que tu avais transformé en ton propre cours quand tu es rentré en Caroline du Nord ? J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas voir. Je les ai toujours dans mon disque dur. Sa voix est devenue presque un murmure. Je crois que ta sœur les a volés. Je me suis figée. Avery. Oui. La semaine dernière, notre entreprise a reçu une proposition de partenariat d'une nouvelle plateforme d'apprentissage en ligne appelée PatBrit Academy. La fondatrice, Avery Thompson. Elle fait la promotion d'un cours SAT avec un slogan qui dit qu'elle comprend les élèves mieux qu'eux-mêmes. Ça sonne bien, mais quand j'ai cliqué dessus, Isabelle, c'est ton cours. La mise en page, la palette de couleurs, même les graphiques faits à la main que tu avais réalisés. Ils ont juste été numérisés. C'est identique. Je ne pouvais pas parler. Ma main serrait le téléphone. Méline a continué. J'ai comparé avec la version que tu m'as envoyée. La seule différence, c'est le nom dessus. Cette nuit-là,
J'ai visité le site de Pat Britt Academy. L'ouvrir, c'était comme passer à travers un miroir. Tout était étrangement familier. L'entête utilisait exactement la phrase que j'avais griffonnée dans mon carnet noir en 2019, apprendre n'est pas mémoriser. C'est se comprendre soi-même à travers le savoir. J'ai fait défiler et vu les ressources attachées, les séries d'exercices, les découpages de questions, la feuille de route en 3 niveaux, tout un contenu que j'avais créé sur 3 ans. J'avais utilisé ces matériaux pour aider des élèves à passer de 950 à plus de 1,00. Je les avais un jour envoyés à Avery pour avoir son avis, quand je croyais encore que les sœurs pouvaient se faire confiance. Maintenant, tout était sous son nom. Chaque effort, chaque nuit blanche, chaque MOT. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Quand j'ai repris conscience, l'écran brillait encore, affichant la section biographie de la fondatrice. Avery Thompson, éducatrice visionnaire, inspirant les élèves à aborder les tests avec confiance et stratégie. En dessous, un mail qu'Avery avait envoyé aux partenaires et que Méline m'avait transféré. Objectif: maintenir une image de marque impeccable sans lien avec une ancienne codéveloppeuse ayant montré une instabilité émotionnelle et des conflits personnels avec moi. Elle n'est plus affiliée à Pat Britt. J'ai relu cette phrase encore et encore. Instabilité émotionnelle. Plus affiliée. Je ne ressentais plus de colère. Juste un vide. Comme si quelqu'un avait démonté chaque partie de ce que j'étais, l'avait étiqueté inutile, puis rangé. Cette nuit-là, j'ai rouvert mon ancien dossier sur le disque dur et retrouvé le brouillon original de Clarity Pass, le nom que j'avais donné au cours. Chaque diapositive PowerPoint, chaque croquis dessiné à la main était toujours là, marqué par des horodatage. Certains avaient des post-it comme « Ajoutez l'exemple du martien à la section lecture scientifique ». J'ai ri en me souvenant que je l'avais écrit au café sous DHall. J'ai tout téléchargé, sauvegardé sur un nouveau disque dur, et imprimé 3 copies complètes. Une que j'ai glissée sous mon oreiller. Une que j'ai envoyée à Méline, lui demandant de la garder en sécurité. Et la dernière, je l'ai collée page par page le long du mur de ma chambre de motel, suivant le contour du miroir. Pas parce que je devais agir tout de suite, mais parce que je devais me rappeler que ce que j'avais créé était réel. Personne ne pouvait me l'enlever avec un simple slogan mensonger. Le lendemain, j'ai envoyé un mail à l'adresse de contact de Pat Britt, à Avery. J'ai vu votre site. Les matériaux, de la structure au contenu, ont été développés par moi avant que vous ne commenciez ce projet. Je ne demande pas d'argent, et je ne menace pas d'action en justice. Je veux juste que tu saches. Je vois ce que tu as fait. Et cette fois, je ne resterai pas silencieuse. Isabelle W. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réponde. Je voulais simplement qu'elle sache. Je savais. Le dimanche matin, j'étais seule dans ma chambre, la lumière du soleil filtrait à peine à travers les rideaux tachés de moisissure, illuminant la pile de documents et de supports fraîchement imprimés que j'avais rapportés de la bibliothèque. Sous cette lumière, chaque note manuscrite et chaque annotation désordonnée brillaient comme une preuve. J'avais construit ces leçons de toutes pièces. Pendant que d'autres passaient ce temps à peaufiner leur image en ligne. J'ai ouvert mon vieux carnet noir, le seul vestige de mes années universitaires, et une enveloppe scellée est tombée de la dernière page. Je m'en suis souvenu. Une lettre de ma grand-mère, écrite à la main, quelque chose que j'avais gardé 3 ans sans ouvrir, pensant que ce n'était qu'une carte de vœux du nouvel an. Elle était décédée alors que j'étais encore à Seattle, et je n'étais pas arrivée à temps à la maison. Ma main tremblait légèrement en la prenant. À l'intérieur, il n'y avait pas qu'une lettre. Il y avait une copie d'un testament bref, écrit à l'encre bleue délavée, tamponné et notarié. Moi, Barbara Wellingham, lègue tous les matériaux pédagogiques, les plans de cours, les structures de programmes éducatifs et la propriété intellectuelle liée que j'ai créée ou aidé à développer à ma petite fille. Isabelle Wellingham, en signe de confiance et de continuité. En dessous, sa signature est celle de 2 témoins. Je suis restée figée. Elle ne m'aimait pas seulement, elle me protégeait d'une manière que mes propres parents n'avaient jamais su faire. Cet après-midi-là, je suis allée en ligne chercher un avocat spécialisé en propriété intellectuelle à Chicago. Après presque 1 heure à consulter les avis, j'ai appelé un petit cabinet basé à Hyde Park. Une femme nommée Eleanor Rhee a répondu, la cinquantaine bien sonnée, claire et directe, pas de chichi. Je lui ai fait un résumé rapide. Ma sœur utilise des matériaux académiques que j'ai créés, et j'ai un testament de la codéveloppeuse originale, ma grand-mère, confirmant ma propriété. Madame Rhee est restée silencieuse quelques secondes, puis a répondu, apportez-moi tout ça cette semaine. Ce mercredi-là, je suis entrée dans son bureau, un sac à dos rempli de programmes imprimés, un disque dur avec tous les fichiers numériques, et la lettre originale de ma grand-mère. Madame Rhee a examiné chaque page, sans se presser. Quand elle est arrivée au testament, elle a fait une pause, enlevé ses lunettes et m'a regardé. Mademoiselle, a-t-elle dit, c'est plus qu'un simple procès. Je n'ai pas compris. Elle a pointé la phrase, tous les matériaux pédagogiques, plan de cours. Ce n'est pas juste une revendication de propriété, a-t-elle expliqué.
C'est une déclaration publique d'héritage intellectuel. Ce que Mademoiselle Avery a fait, en utilisant ces matériaux sans votre consentement, n'est pas seulement une violation du droit d'auteur, mais un détournement légal d'une propriété documentée. Je me suis redressée sur ma chaise. Je ne veux pas porter plainte. Pas encore. Je veux juste récupérer mon nom. Elle a hoché la tête. Alors nous déposerons une plainte pour violation de droit d'auteur et enregistrerons votre propriété auprès du Bureau national du droit d'auteur. Ensuite, je rédigerai un avis officiel à Avery Thompson et à tous les partenaires concernés. Je suis sortie de son bureau avec un dossier en main, plus légère que les 100 livres de rancune qui m'avaient pesé sur la poitrine pendant des semaines. Pour la première fois, je ne me sentais plus seule. J'avais la loi. J'avais les preuves. Surtout, j'avais la vérité. 3 jours plus tard, j'ai reçu un mail confirmant la réception de ma demande, classé en priorité. Un PDF de ma plainte officielle, avec un numéro de suivi, était joint. Je l'ai imprimé et épinglé au mur, juste à côté de la photo de ma grand-mère. Elle me regardait depuis ce cadre légèrement de travers avec ce même sourire doux, comme si elle avait toujours su que j'aurais besoin un jour de cette lettre. J'ai ouvert mon ordinateur portable, navigué jusqu'au dossier caché que j'avais enterré des années auparavant, intitulé Clarity Originals, et les renommé Isabelle-Wellingham-IP. Ce soir-là, alors que je préparais les diapositives pour le cours en ligne du lendemain, mon téléphone a vibré. Un message anonyme est apparu. Avery Thompson est accusé de plagiat des supports SAT. Il se passe quelque chose entre vous? Je n'ai pas eu le temps de répondre avant que d'autres notifications n'affluent. Reddit, Twitter, même Facebook. En moins d'une heure, Passbrit Academy est apparu. Dans un post intitulé « De modèle d'éducatrice à voleuse intellectuelle présumée ». Un compte anonyme avait publié une série de comparaisons côte à côte entre mes matériaux originaux et la version d'Avery. Chaque note, chaque graphique, même la mise en page correspondait presque à l'identique. Les commentaires commençaient à poser des questions. Pourquoi la créatrice originale n'est-elle pas créditée? Quelqu'un sait-il qui est Isabelle Wellingham? J'ai discrètement pris des captures d'écran, sauvegardant chaque publication. Et la tempête arrivait. Mais cette fois, je n'étais pas au centre. J'étais l'observatrice, et j'étais prête. 2 jours plus tard, il a commencé à pleuvoir. Je buvais du thé dans ma chambre quand j'ai entendu frapper à la porte. 3 coups réguliers, posés. Par le Judas, j'ai vu une scène familière mais déformée. Ma mère, Judith, mon père, Raymond, et Avery blottis sous un auvent fissuré, les manches trempées. J'ai entrouvert la porte. Ma mère a parlé la première. La voix serrée. Isabelle, il faut qu'on parle. Je n'ai pas bougé. De quoi? Raymond a posé une main sur son épaule, lui faisant signe de se taire. Et elle m'a regardé pour la première fois depuis des années sans détourner les yeux. On sait que ça a trop dégénéré, mais ce qui se passe dehors, ça détruit Avery. Elle s'effondre. J'ai jeté un regard à ma sœur. Avery n'avait plus l'air de l'image lisse des réseaux sociaux. Cerne sous les yeux, mascara baveux, cheveux collés par l'humidité au visage. Elle serrait d'un sac en cuir, celui que je reconnaissais comme étant le mien de l'année dernière. Elle a sifflé entre ses dents, sans même me regarder. Qu'est-ce que vous voulez? Des excuses ou juste me voir ruiner? J'ai incliné la tête et esquissé un faible sourire. Je ne veux rien, Avery. Je ne voulais juste pas être effacé. Mais il semble que tu te sois effacé toi-même. Judith est intervenue, la voix suppliante. Nous sommes une famille. Chérie. Du sang. Et si tu faisais front pour Avery, disais que vous aviez travaillé ensemble, ou au moins qu'elle avait ta permission, ça sauverait sa réputation. Et la nôtre aussi. J'ai ouvert la porte un peu plus. Mes yeux se sont posés sur ma mère. Famille? Ai-je répété. La famille lit ta lettre d'anniversaire. Elle ne l'enterre pas dans un tiroir. Et la famille dit ton nom dans ses publications. Elle ne te recadre pas hors de la photo. Et la famille ne te traite pas d'instable émotionnel quand tu défends ce que tu as créé. Judith a baissé la tête. Raymond s'est détourné. Avery n'a rien déité. Je suis passé devant le seuil. Sous la lumière vacillante du couloir, j'ai regardé les 3 personnes qui avaient autrefois été le centre de mon univers. Maintenant debout comme des étrangers, demandant grâce. La dernière fois que j'ai demandé à quelqu'un de cette famille pourquoi j'étais l'exclu, on m'a répondu « parce que tu es trop sensible ». J'ai dit, la voix calme. Mais je n'étais pas sensible. Je voyais juste plus clair que vous tous. Je suis rentrée, sans claquer la porte, juste en la fermant doucement et en tournant la clé. Leurs pas se sont finalement noyés dans le bruit de la pluie. Je ne suis pas restée à la porte, pas parce que j'avais froid, mais parce que, pour la première fois depuis des années, j'avais choisi de garder ma propre chaleur. Cette nuit-là, j'ai reçu un mail d'Eleanor, mon avocate. Nous avons reçu la confirmation du bureau du droit d'auteur. Votre enregistrement a été approuvé et sera rendu public la semaine prochaine. Je recommande de préparer les documents en cas de contre-attaque. Nous sommes prêts.
J'ai imprimé ce mail et l'ai épinglé à côté du testament dans le dossier original. Le mur devant moi avait changé d'allure. Ce n'était plus l'endroit où j'affichais des rêves temporaires. C'était devenu un miroir reflétant la femme qu'ils avaient sous-estimée. 3 jours après avoir refusé d'ouvrir la porte, un objet rouge vif en majuscule est apparu dans ma boîte de réception. Objet, notification de violation de droit d'auteur, demande de retrait de contenu. Je l'ai ouvert. L'expéditeur était un cabinet d'avocats basé à Austin, représentant Passbrit Academy. Le message allait droit au but. J'étais accusé d'utiliser illégalement du contenu académique appartenant à Avery Thompson, incluant les supports pédagogiques, graphiques, structures des cours et éléments visuels. Ils exigeaient que je retire tout contenu de mon site personnel, que je ferme tous les comptes associés, et que je signe une déclaration promettant de ne plus jamais réutiliser aucune partie à l'avenir. En bas, une note indiquait: si nous ne recevons pas de réponse sous 72 heures, nous engagerons une action en justice. Je n'étais pas surprise, juste amusée. Après tout ce qu'ils avaient fait, ils essayaient maintenant de me faire taire avec l'arme que je n'avais pas autrefois, la protection juridique. J'ai immédiatement transféré l'email à mon avocate Eleanor, en joignant des captures d'écran. 20 minutes plus tard, elle a appelé. Et sa voix était calme, mais glaciale. Isabelle, ce n'est pas une erreur. C'est un coup calculé. Mais nous avons l'avantage. Des preuves? Je demandais. Pas seulement des preuves. Nous avons des droits reconnus légalement, un copyright enregistré, et tous les matériaux originaux avec des métadonnées horodatées. Si tu es prête, je pense qu'il est temps de révéler la vérité au monde. Lanut, J. Ties. Assise à l'ancien bureau en bois près de ma fenêtre, l'ordinateur portable devant moi. Sans maquillage, sans script préparé. J'ai allumé la webcam, pris une profonde inspiration, et appuyé sur enregistrer. J'ai commencé par raconter l'histoire de ma grand-mère, institutrice de toujours, celle qui m'avait laissé le cadre que j'avais ensuite développé. J'ai parlé de ses années de travail en freelance, des séances de tutorat non payées parce que les élèves n'avaient pas les moyens, et comment j'avais construit chaque module, chaque diapositive, chaque exemple de 0. Puis j'ai affiché les fichiers originaux, page par page, avec leur date de création, notes manuscrites, lignes imparfaites, et même les petites fautes que j'avais oublié de corriger. Je les ai comparés directement aux versions sur le site d'Avery, presque des copies carbone. J'ai lu à voix haute un extrait du testament de ma grand-mère. Tous les matériaux pédagogiques légalement hérités par Isabelle Wellingham. Et enfin, j'ai dit: je n'ai pas fait cette vidéo pour détruire quelqu'un. Je l'ai faite pour reprendre mon nom, celui qu'on m'a volé en silence pendant des années. Je ne veux pas gagner. Je ne veux juste pas disparaître. J'ai mis la vidéo en ligne. Sans montage, sans coupure, juste moi et la vérité. En moins de 12 heures, la vidéo avait plus de 50 000 vues. Les commentaires affluaient. J'ai suivi le cours d'Isabelle. C'est la première personne qui a réussi à me faire comprendre la section lecture du SAT. Comment Avery peut-elle plagier et encore dormir la nuit? Je suis professeur et je peux confirmer que tu ne crées pas un contenu comme ça en une semaine, sauf si tu es l'auteur original. Certains de mes anciens élèves ont partagé la vidéo accompagnée de captures d'écran de mes cours datant de 2020. Un parent a même publié un long article de blog racontant comment sa fille avait réussi le SAT grâce à mes supports et n'avait jamais entendu parler de Passbrit Academy. Reddit s'est enflammé. Un nouveau fil est apparu, intitulé « La sœur qui a été effacée puis poursuivie pour réclamer son travail ». 2 jours plus tard, Eleanor m'a rappelé, son ton mêlant satisfaction et prudence. Il panique, mais ils ne reculent pas. Ils viennent de déposer une demande d'injonction temporaire pour bloquer ton site. J'ai souri. Et il pense que je vais céder? Non, a-t-elle répondu. Et il commence enfin à comprendre. Ce soir-là, j'ai posté un message court sur ma page personnelle. Sans plainte, sans sarcasme. Je n'attends pas que quelqu'un se batte pour moi, mais je ne laisserai personne me faire taire. Et si le savoir est une lumière, alors je m'assure qu'elle reste entre les mains de son créateur légitime. À ce moment-là, je n'avais plus peur. Je n'avais pas seulement une histoire. J'avais une communauté qui portait la lumière pour moi. Cette fois, personne ne pourrait l'éteindre. Un après-midi de début d'été, j'ai reçu un courrier recommandé avec demande de signature. Le coursier a dit rapidement: de Austin, l'expéditeur et le cabinet d'avocats Morgan & Tate. J'ai signé, fermé la porte et ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une proposition d'accord à l'amiable hors tribunal, un chèque de 125 000 $ et un accord de confidentialité rempli de jargon juridique ligne après ligne. J'ai lu chaque mot. C'était en gros un marché. Je prends l'argent et en échange, ils obtiennent mon silence complet et définitif. Je n'avais pas le droit de mentionner Avery, Passbrit, ma famille, ni aucun détail de l'affaire de plagiat. Et si je rompais l'accord, je devrais rembourser l'argent et faire face à des dommages supplémentaires. En bas, une phrase en italique disait: nous croyons que tout le monde mérite un nouveau départ. Que cela s'arrête ici.
J'ai plié les documents et suis restée immobile longtemps. Non pas parce que j'étais tentée, mais parce que j'étais désolée. Désolée qu'il croit encore que l'argent peut acheter le pardon. Et elle n'y avait aucune excuse, aucune reconnaissance de faute. Juste une signature et un prix sur le silence. Je me suis levée, j'ai pris une paire de ciseaux et j'ai lentement découpé le chèque en morceaux. Puis j'ai pris une photo de l'accord de confidentialité et l'ai envoyé à mon avocate, Eleanor, avec une seule ligne: ils ont choisi la mauvaise personne. Le lendemain matin, j'ai publié une photo en noir et blanc de ma grand-mère, jeune enseignante, debout devant un tableau noir, tenant un morceau de craie. En légende: tu n'es pas obligé de te taire juste parce que celui qui t'a blessé partage ton sang. Je n'ai pas pris l'argent du silence. J'ai choisi de continuer à enseigner, pas pour eux, mais pour les enfants qui méritent encore qu'on croie en UX. Et la publication s'est propagée plus vite que prévu. En moins de 24 heures. Des milliers de partages et de commentaires sont arrivés. Des gens m'ont envoyé des messages privés, certains pour me remercier d'avoir pris la parole, d'autres pour partager des photos de leurs enfants utilisant les supports que j'ai créés. Une femme a écrit: tu ne le sais probablement pas, mais grâce à ton programme, mon fils, qu'on avait déjà dit incapable d'entrer à l'université, vient d'obtenir une bourse complète à Michigan State. J'ai lu chaque message et les ai discrètement sauvegardés. Pas pour me vanter, mais pour me souvenir que la vraie valeur n'est pas dans la renommée, mais dans l'impact qu'on laisse derrière soi. 2 semaines plus tard, j'ai lancé un fonds de bourse en l'honneur de Barbara Wellingham pour soutenir des étudiants défavorisés préparant les examens d'entrée à l'université. Pas besoin d'avoir des notes parfaites ou un CV brillant, juste une lettre manuscrite. Je veux apprendre parce que j'ai utilisé presque toutes mes économies de l'année dernière, avec l'aide de quelques anciens parents pour le lancer. Ce n'était pas énorme, mais c'était assez pour changer la trajectoire de quelqu'un. Le premier jour où le fonds a été ouvert, j'ai reçu une lettre d'un ancien élève, Connor, qui avait étudié avec moi quand je donnais encore des cours à la bibliothèque publique. Et elle écrivait: tu as été la première personne à me dire que je n'avais pas besoin d'être parfait, juste persévérant. Je suis entré à l'université, et un jour, je veux aider les autres comme tu m'as aidé. J'ai imprimé sa lettre, l'ai encadrée et accrochée au-dessus de mon bureau dans le petit appartement que je loue maintenant, où la fenêtre donne sur un parc, et où chaque matin les moineaux chantent dehors. Ma famille ne me contacte plus. Pas de messages d'anniversaire, pas de nouvelles. J'ai entendu dire qu'Avery avait disparu des réseaux sociaux. Pas de Brit a fermé temporairement son site web. Ma mère a vendu la vieille maison. Chacun a sa propre version de l'histoire. Pourquoi? Je m'en fiche maintenant. Je n'ai pas besoin d'excuses. J'ai juste besoin de paix pour reconstruire ma vie. Cette fois, chaque brique est posée de mes propres mains. Un soir, en réorganisant ma bibliothèque, j'ai retrouvé un bout de papier que j'avais collé sur un miroir de motel le mois dernier. Je suis toujours là. Je l'ai décollé et ajouté une ligne en dessous, et je ne vais nulle part. Je l'ai épinglé sur le tableau d'affichage devant ma salle de classe en ligne nouvellement ouverte, où près de 30 élèves de différents états et milieux se retrouvent désormais. Tous avec une chose en commun. Ils croient encore que l'apprentissage compte, et que la bienveillance ouvre toujours la voie. Mon histoire ne s'est pas terminée par une vengeance. Elle s'est terminée par la liberté. Dans le silence qu'ils ont laissé derrière eux, j'ai trouvé ce qu'ils n'avaient jamais prévu, ma voix, et un monde prêt à écouter. L'histoire d'Isabelle n'est pas seulement une quête de justice. C'est un témoignage puissant de force silencieuse. Dans un monde où la vérité est souvent déformée et où les voilées plus fortes dominent, Isabelle a choisi de parler avec preuve, conviction et bienveillance. Elle n'avait pas besoin de vengeance pour gagner, ni d'excuses pour se sentir reconnue. Vivre selon ses valeurs et utiliser cette force pour élever les autres est la forme de victoire la plus durable. Que pensez-vous du choix d'Isabelle? Feriez-vous la même chose si votre famille vous trahissait? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour ne rien manquer des histoires vraies, puissantes et des leçons pleines de sens.